Alors que les enseignants du second degré, leur formation, traditionnellement, elle se fait à l'université. Et leur socialisation professionnelle, elle se fait plus tard, elle se fait après la licence. C'est une fois qu'on a une licence que on passe le concours et que là, on démarre une socialisation professionnelle, c'est-à-dire une fois qu'on est adulte. Et cette socialisation professionnelle des enseignants du second degré, comme elle commence beaucoup plus tard et qu'elle ne s'adresse pas du tout au même type de public, parce qu'elle s'adresse à des adultes, des gens qui ont déjà construit leur vocation, construit leurs opinions, qui sont déjà engagés politiquement dans un syndicat étudiant, alors que les enseignants du primaire, eux, bah, ils se syndicalisent à l'école normale. On peut être syndiqué quand on est élève instituteur à l'école normale. D'ailleurs, beaucoup le sont. Alors que les enseignants du secondaire, eux, se syndiquent bah, une fois qu'ils sont enseignants au lycée. Et donc, cette socialisation professionnelle différenciée, hein, qui n'est pas la même pour les professeurs et pour les instituteurs, induit que on n'a pas les mêmes conceptions et on ne perçoit pas les mêmes nécessités de formation quand on est instituteur ou quand on est professeur. Et c'est un cloisonnement énorme, hein, ce cloisonnement entre instituteurs et professeurs, c'est un cloisonnement historique qui est une des explications des blocages de l'école française. C'est le refus des professeurs du secondaire d'être assimilés aux enseignants du primaire, qui a bloqué énormément de choses, et notamment les IUFM. Alors les IUFM, ils ont été créés, bien sûr. Ils ont été créés, mais alors ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ils ont été créés, dénoncés avant même d'être créés. C'est-à-dire que les IUFM, ils étaient condamnés avant même d'exister. Ils étaient condamnés dans l'opinion publique. Je vous donne quelques exemples de ce qu'on a pu dire des IUFM à leur création. Voilà, allez, des citations prises dans les journaux, un peu au hasard. Ces lieux où, sous prétexte de professionnalisation, l'enseignement de la psychologie, de la pédagogie et de la communication marginalise l'enseignement des disciplines. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, cette idée que quand on travaille sur la pédagogie, ben ça nuit au savoir disciplinaire et scientifique. Et c'est qui dit ça? Bah, c'est quand même Régis Debray, Elisabeth Badinter, Alain Finkielkraut et quelques autres. Hein. C'est-à-dire des sommités du monde intellectuel, et qui écrivent ça dans le Nouvel Observateur, un journal reconnu comme faisant autorité, là aussi, dans la presse française, un journal sérieux. Liliane Mursat, qui elle est une psychologue, qui a publié dans les années 90 quelques livres sur les enfants et la télévision notamment, hein, et qui explique que les UFM sont une entreprise redoutablement efficace car ils permettent de détruire la formation universitaire des futurs professeurs des différentes disciplines. On voit ici que ce qui préoccupe, hein, c'est la formation des enseignants du secondaire, quand on dit les professeurs des différentes disciplines. Hein, on ne s'inquiète pas des professeurs des écoles. Et alors, si je vous cite Liliane Mursat, c'est pas tellement parce que c'est Liliane Mursat, c'est parce qu'en fait, cette citation, elle a été reprise par Xavier Darcos. Et vous savez que Xavier Darcos a été ministre, quand même. Alors, à l'époque où Xavier Darcos dit ça, c'est dans un livre qu'il publie en 2000, alors qu'il est quand même doyen de l'inspection générale de lettres. Donc, il était inspecteur de lettres, il était professeur de lettres à l'origine. Xavier Darcos, il a fait d'ailleurs une série de manuels de lettres, de littérature dans les années 80 d'excellente qualité. Et Xavier Darcos, il paraît même qu'il parle latin. Hein, donc c'est vous dire si c'est un homme de lettres. Et Xavier Darcos, donc à l'époque où il est quand même doyen de l'inspection générale de lettres, donc une personnalité très, très reconnue de l'administration de l'éducation nationale, eh bien, il reprend cette citation et il se l'approprie. Il la conforte, il la cautionne. Voilà. De même, François Fillon. Alors, pourquoi je vous cite François Fillon? Non pas comme employeur de son épouse à l'Assemblée nationale ou comme Premier ministre de Nicolas Sarkozy, mais en 93, François Fillon, il est ministre de l'enseignement supérieur. C'est donc le ministre de tutelle des IUFM, qui existe depuis 2 ans à ce moment-là, en 93. Et lui, il parle d'institutions pernicieuses aux mains de médiocres ou d'illuminés. Waouh!
Allez, et puis on va, pour finir, Guy Bayet, président de la Société des agrégés, donc une association qui regroupe les professeurs agrégés, qui a longtemps été assez reconnue à l'époque de Guy Bayet. Justement, aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup de cette association, mais de temps en temps, voilà, elle prend des positions, elle s'exprime, mais c'est son rôle hein, de défendre une certaine conception de l'école. Et Guy Bayet a été, je dirais, peut-être le responsable le plus influent de cette société des agrégés. C'était un ami personnel de Georges Pompidou. Enfin, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence à la tête de cette association pendant 30 ans. Et pour lui, alors il ne va pas de main morte, vous voyez, c'est face à ces périls mortels que représentent ces lieux d'endoctrinement, la seule attitude qui convienne est l'opposition pure et dure. Bon, si je vous donne ce florilège de citations, bon, c'est d'abord parce que c'est un langage assez fleuri, voilà, qui montre les talents littéraires de nos grands intellectuels, mais c'est aussi que ça montre qu'en fait, on a, les IUFM étaient extrêmement impopulaires. Mais attention, regardez les dates. À la rigueur, François Fillon en 93, peut-être qu'il connaît un petit peu les IUFM, encore que ce n'était pas sa spécialité. Hein. Le 3 juillet 93, ça ne fait que 3 mois qu'il est ministre de l'enseignement supérieur, et avant il travaillait sur autre chose. Mais bon, Guy Bayet en 90 ou Alain Finkielkraut en 90, qui s'expriment sur les IUFM, il faut savoir qu'à ce moment-là, ils n'existent pas, les IUFM. En fait, ils sont mis en place officiellement à la rentrée 91. Donc en 90, c'est simplement, on prépare la mise en place des IUFM, mais on ne sait pas encore ce que ça sera. C'est-à-dire que ce sont des dénonciations qui sont basées sur des principes. Certains diront même sur des fantasmes, hein, parce que, en fait, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. En tout cas, ce n'est pas basé sur des faits. Alors les faits, qu'est-ce que c'est ? Si on regarde ce que c'est que la formation des professeurs de lycée et collège dans les IUFM dans les années 90-2000, c'est 30 journées de formation sur l'année, 30 journées, dont 10% de formation commune avec les professeurs des écoles. Donc en fait, voilà, ce qui fait scandale, c'est ces 3 jours où on va les mettre avec les professeurs des écoles à faire la même chose que les professeurs des écoles. Voilà, 3 jours de formation sur une carrière d'étudiant. Bon, peut-être qu'au fond, on en fait un petit peu trop. Peut-être que ce débat sur le bien fondé de la formation des enseignants, peut-être que ce débat, il est médiatisé par l'idéologie. En fait, on n'apprécie pas des faits, mais on ne regarde des faits que par un filtre idéologique. C'est ça que je veux dire par cette médiatisation. C'est ce qu'il y a entre nous et les faits, il y a l'idéologie. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que si le haut du pavé médiatique est tenu par ce genre de discours, et que ça répond au fond à une tradition ancienne. On a vu Brunetière qui tenait déjà ce discours-là, en fait, en 1895. Si ça correspond à une tendance lourde, eh bien, on peut deviner que les IUFM partent avec un handicap. Les IUFM risquent de faire face à une certaine méfiance des stagiaires, à une certaine, voire même défiance des stagiaires. Donc, quand je vous parle de la marginalisation de la formation pédagogique, c'est déjà une marginalisation qui est dans les têtes. C'est quelque chose, au fond, qui ne correspond pas à une demande très forte. Et cette formation pédagogique, il n'est pas sûr qu'elle soit très enviée et elle soit très attractive compte tenu de ce qu'on en présente, même quand elle n'existe pas encore. Et d'ailleurs, lorsqu'en 2008, le gouvernement de Nicolas Sarkozy a supprimé la formation initiale des enseignants, oui, en 2008, on a carrément supprimé la formation initiale, c'est-à-dire on passait le CAPES, et tout de suite, on se retrouvait juste après le concours du CAPES, donc après le M1, on faisait son M2 en fait, en tant qu'enseignant à plein temps. Et alors, finalement, on a mis quelques modules de formation. Alors, en faire en plus du plein temps, c'est pas très confortable, donc il fallait pas trop en faire parce que les étudiants n'y venaient pas en courant, étant donné qu'ils étaient à temps plein dans l'urgence dans leur établissement et qu'ils avaient déjà assez à faire. Mais lorsqu'on a supprimé donc cette formation initiale, ça a été remis en place ensuite à partir de 2013. Il y a eu des protestations, hein. Mais au fond, il n'y a pas eu de mouvement d'ampleur.
En tout cas, la suppression de la formation initiale des enseignants en 2008 n'a pas du tout provoqué un mouvement de la même ampleur que le mouvement d'hostilité aux IUFM qu'il y a eu 20 ans plus tôt, là en 90-91, quand on a créé les IUFM. En fait, il y a eu plus d'hostilité à la création des IUFM que d'hostilité à la suppression de la formation. Ça montre bien que cette formation, au fond, ne répond pas à une demande très forte et très vive. Alors, en 2012, on a remis en place la formation initiale des enseignants, on a refondu tout ça en créant les ESP, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, lorsque Vincent Peillon est devenu ministre de François Hollande, avec d'autres problèmes, le problème de conflit de territoire avec les universités. Dans les ESP, voilà, quelle sera la part qui sera faite par l'université, quelle sera la part qui sera faite par les ESP. Ça, ce sont d'autres conflits qui ne facilitent pas le fonctionnement de ces établissements. Et puis, à partir de Jean-Michel Blanquer, on a décidé de changer le nom et le statut, donc ce ne sont plus les ESP, ce sont les INSP, donc les Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l'Éducation. Bon. Cette formation pédagogique, donc longtemps on ne l'a pas aimée, et elle fait souvent figure d'un élément impopulaire du parcours du professeur. Et puis, c'est aussi qu'elle est marginalisée, elle est en marge, et que cette marginalisation, elle est structurelle. Ça veut dire que ça a toujours été un peu comme ça, et ça a l'air de faire partie de la norme, enfin que c'est normal que la formation pédagogique soit toujours un peu à part et un peu marginalisée. Et là, je voudrais parler surtout du statut, en fait. Au fond, si on regarde un petit peu tous les déterminants du statut, c'est-à-dire toutes les habitudes, toutes les coutumes, toutes les règles qui entourent le métier, mais pas directement sur l'action de l'enseignant, parce que ça on a vu le décret de 2014, mais qui entourent l'organisation générale du métier, on se rend compte que la formation pédagogique a du mal à trouver sa place là-dedans. C'est d'abord l'entrée dans le métier. L'entrée dans le métier, elle est très déséquilibrée. Alors, pourquoi déséquilibrée? Entre formation pédagogique et formation disciplinaire. Alors, je reviens, ça se passe comment? Comment on entre dans le métier? Par un master MEF. Le master MEF, donc métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. La création de ces masters à la fin des années 2000, ça pouvait ressembler à une mise en cohérence, c'est-à-dire qu'on a créé un diplôme universitaire spécifique pour devenir enseignant. Ça n'existait pas. Jusqu'ici, c'était juste un concours de recrutement, le CAPES ou l'agrégation, ou le concours de professeurs des écoles, ne sont pas des diplômes universitaires. Bon, le Master MEF est un diplôme universitaire. Ça paraît logique et cohérent de créer un diplôme qui prépare au métier d'enseignant. Problème, comment se passe ce diplôme? Il se passe par un concours qui a lieu en fin de M1, en fin de première année de master. Alors, ça va changer à partir de 2022, et là, peut-être que ça peut, ça peut faire évoluer, espérons-le dans le bon sens, mais après, il y a quantité d'autres déterminations. Mais c'est pas l'objet d'en parler maintenant. Simplement, pour comprendre comment on est arrivé à la situation actuelle, il faut comprendre qu'un concours en fin de M1, ça compromet quand même l'unité du diplôme. C'est-à-dire que les gens qui préparent qui sont en M1, c'est pas forcément les mêmes que ceux qui sont en M2, parce que entre les deux, il y a le concours qui peut avoir provoqué le redoublement de certains. Alors il y a aussi ceux qui passent en M2 mais qui n'ont pas le concours, qui vont devoir faire leur M2 mais en même temps passer le concours. Donc ça complique énormément les choses, le fait d'avoir le concours en plein milieu du master.